Bonjour, bienvenue à tous dans cette matinale des Insolites RH proposée et organisée par All Set For. On a prévu ce matin d'aborder un sujet qui concerne l'avenir de la formation professionnelle post-Covid. Drôle de période qu'on a traversée, qui n'est pas encore terminée, bien au contraire, qui a débuté mi-mars et qui a vraiment chamboulé les habitudes de chacun. Pour aborder ce sujet, on a proposé à 3 intervenants de se joindre à nous. Merci, merci à vous. Elisabeth Hilde, qui est responsable de la formation EMIA chez Biomérieux, et qui nous expliquera avec son angle propre quelles sont les conséquences de la crise sur la formation et dans l'organisation de ce laboratoire. Arnaud Franquinet, qui dirige Gandhi et qui nous apportera 2 angles, à la fois son angle de dirigeant et à la fois son expertise RH avec la particularité des aspects digitaux, puisqu'il a coécrit un livre qui s'appelle Digital et RH. Donc il nous fera état de son expérience et puis de sa manière de voir les choses. Et enfin, Jean-Baptiste Bénard, qui dirige l'organisme de formation English Booster, qui lui nous apportera un angle un petit peu différent, qui sera un peu de l'autre côté OF. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait une approche assez descendante et qu'on propose bien évidemment dans un premier temps à nos 3 intervenants de se présenter en complément de ce que j'ai pu évoquer, et puis ensuite on a un certain nombre de questions qu'on va aborder. Elisabeth, vous voulez bien nous dire quelques mots? Merci, bonjour à tous. Effectivement, je suis en charge pour Biomérieux d'un périmètre dans le développement des compétences, un périmètre Europe. Et avec mon équipe, on est en charge plus spécifiquement de mettre en œuvre le process de développement des compétences en partant d'une GPEC jusqu'à la réalisation des formations. Voilà, et nous avons, dans le cadre de les différents collaborateurs, en face de nous, tous les départements de l'entreprise, donc une variété de possibilités et de thématiques très importantes. Et puis, juste dans les sujets qui nous occupent et qui nous intéressent depuis quelques années, c'est toute cette dimension de l'apport du digital en termes de formation. Chez Biomérieux, on a 400 personnes qui sont des experts métiers et qui délivrent de la formation. Donc, en plus, cette richesse avec lesquelles on travaille en toute proximité. Et voilà pour dire Merci en Elisabeth. résumé. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Arnaud Franquinet, Arnaud, tu peux nous dire quelques mots en complément de ce qui a été dit, de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure? Oui, merci Benoît, avec plaisir. Bonjour à tous déjà. Alors effectivement, j'ai un passé je vais remonter un petit peu en arrière, j'ai un passé de DRH, puisque pendant 10 ans, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil, en fait, à la fois en France et puis au niveau international, au niveau de la direction générale, où j'avais en charge toute la partie RH. Plus récemment, j'ai eu une première expérience en fait qui n'a pas abouti sur une start-up en fait dans le monde du conseil, et puis j'ai rejoint Gandhi il y a 3 ans sur des fonctions de direction générale. En fait, donc, je suis au cœur du digital. C'est la première brique digitale Gandhi, puisque on propose les noms de domaine et puis l'hébergement. Donc toute activité digitale commence généralement. Donc je suis vraiment en fait je dirais au cœur du sujet. Et parallèlement à ça, comme tu l'évoquais tout à l'heure, j'ai coécrit avec 2 universitaires un livre sur digital et RH, les 4 défis stratégiques. L'idée étant de creuser ce que digital voulait dire ou ne voulait pas dire, parce qu'en fait derrière le mot digital, on met pas mal de choses. Et on a voulu en fait s'interroger sur ce que ça pouvait
pouvait vouloir dire sur nos organisations futures et donc en termes RH, puisqu'on pense que là, il y a là en fait une très belle opportunité pour les RH de se réinventer et de peser en fait fortement dans le futur. Bien sûr. Merci Arnaud. Jean-Baptiste Bénard, en complément de ce que j'ai pu aborder tout à l'heure, est-ce que vous avez quelques éléments d'information à ajouter, s'il vous plaît? Merci Benoît, merci Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Je suis le dirigeant fondateur d'English Booster qui, comme son nom l'indique, a pour vocation de booster l'anglais de professionnels avec une particularité qui est celle surtout d'accompagner des professionnels qui doivent être plus à l'aise et confiants en situation de prise de parole ou d'animation de réunion. Et en fait, on a une approche qui combine, enfin, c'est pour que vous compreniez bien aussi notre problématique par rapport à ce qui s'est passé au confinement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes d'anglais qui peuvent déjà tout faire en visio et par téléphone. C'est vrai que nous, on a une approche qui est très basée sur l'action et sur le mix d'expériences en présentiel, immersion et aussi individuelle. Enfin, de mix d'expériences collectives et individuelles. Et notre objectif, c'est de permettre à des personnes qui sont peut-être un peu en manque de confiance, pas très à l'aise en situation de présentation ou de réunion, de dépasser ces appréhensions en apprenant des outils de communication en anglais. Donc, en fait, on mixe à la fois l'anglais et les outils de communication. Ce qui peut parfois nous amener aussi, dans le cadre de notre partenariat avec Olsetford, à intervenir en français. Et c'est plus par rapport à ce mix présentiel et distanciel qu'on pratiquait par le passé que je vous expliquerai tout à l'heure en fait notre expérience lors de ces 3 derniers mois. Merci Jean-Baptiste. Elisabeth, je vous propose qu'on aborde le premier sujet, première question, et puis vous puissiez nous apporter votre angle. Ce que je vous propose, ce que je propose aux 3 intervenants, c'est que bien évidemment, vous n'hésitiez pas à rebondir les uns et les autres sur un complément d'information, en tout cas interagir entre vous dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Donc, Elisabeth, pourriez-vous nous expliquer comment la formation est structurée chez vous, donc chez Biomérieux, et comment vous avez pu ou dû vous réorganiser, on va dire, au soir du 16 mars? Alors, chez Biomérieux, on a une organisation dans le développement des compétences qui est très riche. Il faut comprendre que Biomérieux est une entité parmi d'autres de l'Institut Mérieux. Donc, nous avons déjà une université qui permet de répondre aux besoins communs de toutes les entités de l'Institut Mérieux. Pour la partie Biomérieux, nous sommes organisés en 3 régions, 3 grandes régions et bientôt 5, puisqu'il y a des choses qui vont évoluer, mais globalement, c'est l'Europe, enfin IMIA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est Amérique du Sud, Amérique du Nord, et c'est Amérique latine, et puis après l'Asie-Pacifique. Donc, dans toutes ces régions, on a la même organisation pour le moment où on gère le process de développement des compétences en partant de l'identification des besoins en lien avec l'évolution des compétences liées à la stratégie de chaque département. Donc, on passe beaucoup de temps, alors ce sont des interviews avec les patrons de département et avec les RH. Et au regard de ce que l'on collecte comme information, on développe des besoins, alors pas uniquement en formation, mais en développement. Et on insiste beaucoup sur le fait que le développement passe aussi par la partie nouvelle mission et accompagnement en interne, parce que globalement, c'est quelque chose qui est la réalité, mais on le matérialise de façon assez… et on le rédige d'ailleurs dans nos entretiens de mi-année, qui sont des entretiens de développement, entretiens de professionnels, de manière à pouvoir montrer que le développement ne passe pas que par de la formation. Donc voilà globalement notre organisation. Et en Europe spécifiquement, on a le siège social, donc forcément des départements corporate de toutes directions confondues, donc une variété de thématiques à aborder et des variétés de départements en face de nous avec des besoins complètement différents. Des gens qui sont beaucoup couverts par les universités qui sont développées par Mérieux Université, par les académies, pardon, développées par Mérieux Université, puisqu'ils développent leur offre se concrétise par des académies qui sont académies métiers,
ou par aussi toute une offre liée aux organisations ou aux managers. Et puis après, nous, on a toute l'offre plus locale ou régionale ou plus spécifique quand les départements ne sont pas couverts par des académies parce que, comme par exemple la R&D, ce sont des expertises qui sont très variées et donc il n'y a pas de dénominateur commun évident, en tout cas pas à ce stade de notre réflexion. D'accord, merci Elisabeth. Voilà. En termes d'organisation, avec ce qui s'est passé, entre guillemets, le tremblement de terre qu'on a vécu le 16 mars, comment vous avez organisé les choses? Comment ça s'est passé? Alors, un peu avant le 16 mars, parce que déjà, on avait vu les prémices de ce qui allait se passer. Donc, on commençait déjà 15 jours avant et ça a été une période un peu épuisante parce que tout le monde s'y est mis à avoir plutôt la réaction de reporter en se disant, il va se passer finalement quelque chose le mi-mars, mais on ne savait pas bien quoi et combien de temps. Et donc, on va reporter alors d'abord les formations pour avril, puis après pour mai. Et puis là, on a commencé à se dire, voilà, il y a quand même quelque chose qui va être beaucoup plus durable et quelque chose de plus grave qui se passe. Ça a été la première réaction. La deuxième réaction, ça a été de l'opportunisme. Alors, ça a été de l'opportunisme, par exemple, on avait des formations, préparation à la retraite, et donc on a profité. Donc avant le 16 mars, c'était le 12 mars de la consultante qui devait intervenir en formation présentielle. On lui a demandé de venir quand même parce que nous, les consignes étaient que les prestataires externes ne pouvaient plus rentrer sur le site avant le 16 mars. Et on est équipé d'un studio vidéo qui nous permet de mettre en vidéo certaines de nos formations. Et on en a profité pour filmer l'intervention donc de la personne pendant 2 heures, de manière à pouvoir offrir cette formation sur les promotions qui avaient lieu en mars, parce qu'il y en avait un certain nombre. Donc ça a été une opportunité. L'autre opportunité, c'était certains prestataires comme English Booster et qui a immédiatement proposé des formats à distance. Mais pour l'instant, le 16 mars, autour du 16 mars, ça a été ces 2 modalités-là. D'accord. Arnaud et Jean-Baptiste, vous voulez éventuellement dire un mot sur ce point-là? Sur l'impact du 16 mars. Ouais. Alors, nous, le 16 mars, on l'a vécu en fait comme tout le monde. Je dirais qu'au niveau des équipes, on s'était entraîné pendant les grèves de décembre. Merci les grèves, parce que on était passé en fait à 80% de remote, en fait, grosso modo, pendant les grèves. On s'était en fait un peu rodé, et puis du coup, on est passé de 80 à 100% de remote. Donc en fait, finalement, le saut a été en fait relativement minime. Alors, on est une boîte quand même de tech et de très très fortement techno, hein, donc ça peut aussi aider, hein, parce que le passage en remote n'est pas forcément possible partout. Mais en fait, on l'a plutôt bien fait. C'était assez éprouvant parce que mine de rien, surtout en tant que dirigeant, en fait, pour animer toutes les personnes en fait en remote à partir de, du coup, ça demande beaucoup d'implication. Ouais, bien sûr. Dans le temps en fait, que tout le monde se repère, se refonctionne. Mais oui, en fait, on était déjà en fait, quelque part un peu préparé. On avait tous les outils techno. La visio en fait, marchait bien. Ce qu'il a fallu, nous, ce qu'on a beaucoup cherché à faire très rapidement, c'est à recréer au sein des différents outils qu'on avait des endroits en fait, de ce que j'appelle en fait, de rencontres informelles. Où on se retrouve, enfin, l'équivalent de se retrouver autour de la machine à café ou ce genre de choses, avec des thèmes de discussion. Et en fait, sur la base du volontariat, en fait, c'est monté très rapidement des séances de yoga partagées, des séances en fait, pour faire de la cuisine à plusieurs, etc. Donc en fait, on a recréé en fait, toute une communauté informelle, ce qui a permis en fait, finalement d'avancer assez vite. En revanche, sur les chiffres, je vais faire juste un petit aparté un petit peu plus business. On voit très clairement en fait, l'impact du Covid. On a eu un arrêt brusque total de tous les leads commerciaux. Donc du jour au lendemain, en fait, nos équipes commerciales se sont retrouvées en fait, avec 0 lead. Ça a pris au moins 1 mois et demi avant que ça reprenne.
vu que ça a pris en fait 30 jours avant le déconfinement, mais plutôt en fait sous forme digitale. Et puis aujourd'hui, en fait, l'activité a repris et on a une grosse activité retail puisqu'on vend nos services sur la plateforme en ligne. Ça a été très intéressant de voir qu'on a eu en fait une baisse du chiffre d'affaires. On a vu la vague successive en fait du Covid bouger en fait sur l'ensemble du monde puisqu'on est en fait une plateforme internationale. On a vu en fait en Asie pendant 2 à 3 semaines une chute en fait des chiffres. Et après, on s'est passé à l'Europe, puis après, c'est passé en fait sur la time zone en fait Amérique. Et on voit très très nettement en fait comme une vague, le passage en fait du Covid. Alors en revanche, on a la chance d'être en fait sur une activité digitale, donc au final, on s'en sort quand même très très bien. On n'a pas un chiffre d'affaires qui est en même en augmentation, mais en fait, on a bien vu en fait l'impact. Plus précisément sur la formation, puisque c'est l'objet de la question. Je dirais qu'en fait, nous, on a vu en fait un impact relativement minime sur la formation. Comme je suis sur une activité de dev, on est déjà, nous, dans une culture finalement assez forte d'apprentissage permanent. Les gens qui font du développement informatique, en fait, ils se forment en fait en permanence. Les langages informatiques évoluent, donc en fait, ils ont le pli de se former. Ils ont déjà tous les outils. Et c'est vrai qu'en fait, nous, notre formation, finalement, elle est très, très, très décentralisée. Elle est très, en fait, à l'usage en fait customisé complètement sur un usage particulier. En revanche, ce qu'on fait nous en fait en action en fait de formation un petit peu plus centrale, si je puis dire, c'est toutes les actions de team building, de soft skills qu'on a tout simplement, comme on est une petite structure, on l'a tout simplement en fait gelé et reporté dans le temps en attendant en fait la fin de la crise. Donc en fait, on a été au plus simple. D'accord, d'accord. Ok, merci Arnaud. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous apporter votre angle côté EOF finalement, organisme de formation, si on revient sur ce fameux 16 mars, l'avant et l'après, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors, c'est vrai que le 16 mars, on l'avait un petit peu aussi anticipé, enfin, je dirais quelques jours avant. Enfin, ça s'est fait, ça s'est fait quand même de manière accélérée. En tout cas, ce que je me suis dit le 16 mars, c'est que pour notre activité présentielle, le confinement durait beaucoup plus longtemps que les 3 semaines annoncées et qu'il fallait en tout cas prendre une décision qui engage l'organisme, enfin la société, sur au moins une période de 2 mois et peut-être plus. Enfin, je m'étais projeté dans cette perspective-là. Donc après, la question qui se posait à nous, parce que c'est vrai que comme on a une offre qui mixe à la fois des expériences collectives qui sont enrichissantes d'un point de vue pédagogique, parce que ça permet de se mettre en situation, d'avoir du feedback, d'utiliser des outils et de vivre cette expérience en collectif. Jusqu'à présent, on le faisait essentiellement en présentiel. On avait quelques expériences distancielles pour des clients qui avaient des équipes dispersées, donc on n'était pas totalement novice sur la question du distanciel. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même essentiellement présentiel. Donc la question, c'était to go or not to go, quoi. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Bien sûr. Et le sentiment, bon après, c'est évidemment des discussions qu'on a eues avec l'équipe, mais bon, c'était quand même l'idée de l'importance de prendre le train, de proposer ces solutions qu'on avait déjà éprouvées par le passé, mais de le faire à plus grande échelle et de se lancer. Donc après, c'est vrai que ce à quoi on a été confronté, les écueils auxquels on a été confronté, bon, c'est par rapport aux sessions qui étaient déjà prévues, planifiées. Ça a nécessité d'appeler individuellement chaque participant de manière un petit peu plus prolongée que d'habitude, parce que c'est quelque chose qu'on fait toujours avant les ateliers, mais de manière prolongée pour aussi leur expliquer les bénéfices d'une approche en distanciel par rapport à du présentiel. C'est vrai que sur des sujets de soft skills, de prise de parole, de communication, le présentiel a priori, dans l'esprit, dans l'approche de la formation, un avantage parce que c'est la manière dont on est habitué aussi à se former sur ces thématiques-là. Donc, il y avait cette résistance a priori à aborder avec nos clients et puis aussi, bien entendu, nos participants. Merci Jean-Baptiste.
Elisabeth, finalement, est-ce qu'en complément de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il a fallu que vous mettiez des choses en place, une nouvelle organisation, ou finalement réinventer la formation chez Biomérieux, chez vous, pour assurer la continuité dans les mois à venir? Alors, en fait, notre réflexion, elle a évolué pendant les 3 mois et on a donc dans la première période, au moment du confinement, l'équipe AIS a fait un gros travail de formation sur les outils, entre autres Ouais, Teams, et donc ouais. ils ont mis en œuvre des sessions de formation, à rythme régulier, et à un moment donné, on nous a proposé de nous intégrer dans ces sessions-là de manière à faire des webinaires sur des thématiques qui pouvaient aider les gens qui étaient en confinement. Parce que les RH nous alertaient sur le fait qu'il y a des gens qui s'étaient bien organisés, puis d'autres qui étaient dans des conditions peut-être un peu plus compliquées. Il faut savoir que Biomérieux n'a absolument pas utilisé les dispositifs gouvernementaux. Donc, tout le monde D'accord. on a eu maintien du salaire, mais les situations étaient différentes avec des gens qui étaient à domicile et qui ne pouvaient pas télétravailler. Donc, il y avait Mmh, besoin à la fois de les rassurer et à la mmh, fois de continuer à leur apporter un contact avec l'entreprise et à les ouais. occuper. Et on nous demandait de continuer à les former. Donc, on s'est associé à cette initiative de l'AIS en faisant des webinaires pendant une demi-heure sur des thématiques méditation pleine conscience, apprendre au 21e siècle, Mmh, euh, par exemple, et donc de permettre aux gens de continuer à garder le contact avec l'entreprise. Et ça a été vraiment du côté RH un point très fort où la communication a été complètement maintenue. Ce qu'on a fait aussi, c'est que tout ce qu'on pouvait proposer en formation à distance spoke. Alors, il y a eu les formats à distance qui se sont organisés progressivement avec les prestataires. Donc, soit les prestataires nous faisaient des propositions, soit nous, on les a aidés à créer ces formats à distance. Et on a réorienté les priorités du plan. C'est-à-dire qu'on a interrogé les départements et on leur a dit finalement, sur ce qui avait été collecté l'année dernière, est-ce que vous avez des sujets nouveaux et des sujets à supprimer de manière à ce qu'on soit le plus proche de votre besoin. Donc, il y a eu un certain nombre de thématiques qui ont été apportées, qui n'étaient pas prévues au plan, et puis de thématiques de formation qui ont été transformées sur des formations au format à distance, avec tout un accompagnement des collaborateurs, parce que certains disaient j'ai eu quelques réflexions comme ça de collaborateurs qui disaient c'est un format à distance, je vais attendre que ça revienne en présentiel. Et dans notre idée, c'était de dire justement, il y a quand même des choses qui ne vont pas revenir rapidement et peut-être des formats qui vont rester en format distanciel parce qu'on y a trouvé du bénéfice. Et effectivement, il y a eu des formats qui ont eu du bénéfice par rapport au format présentiel. Donc, en avril, on a commencé à réfléchir un peu différemment, avril-mai, et mai vraiment à offrir, à maintenir un cap de la formation. Mais bien évidemment, il y a eu une pause en mars qui a été, il y a une baisse quand même des formations délivrées mmh, globalement. mmh, Ça n'empêche mmh, pas mmh, mmh. qu'on sera loin de ce qui a été prévu au plan de formation. Merci Elisabeth. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous apporter un peu de recul sur finalement ce que vous avez appris, tiré des évolutions liées à cette situation? Vous avez certainement fait évoluer vos offres de formation, les formats, vous avez été obligé de vous réinventer, de faire extrêmement différemment, très rapidement. Et donc, il y a deux volets. Le premier volet, c'est ce que vous avez fait. Et puis, ensuite, le second qui est très intéressant, c'est le comportement des stagiaires, des personnes que vous aviez en face de vous. Oui, c'est vrai que ça a été une période, c'est toujours une période très, très riche. Ouais, bien sûr. Euh, Après, sur le fond même du contenu de nos formations, de nos actions, c'est vrai que l'essence est toujours là. Enfin, c'est plus après dans le packaging et dans la forme que les choses ont évolué. On a davantage exploité les fonctionnalités que peuvent offrir des plateformes de, de vidéoconférence, notamment, qui peuvent aussi apporter des bénéfices intéressants par rapport à du présentiel. C'est notamment tout ce qui touche à la possibilité de créer des sous-salles, donc
Et ça, c'est quelque chose qui en présentiel est beaucoup plus compliqué à réaliser d'un point de vue très pratique et logistique. Et c'est vrai que dans notre approche, le fait de pouvoir mixer des séquences en plénière, alors quand je dis plénière, on est sur des groupes de 5 à 10 participants, donc ça reste des groupes quand même limités en taille, mais on a des séquences où on fait des séquences de mise en pratique, de mise en situation en binôme, en trinôme. Donc on peut créer des contrastes davantage qu'en présentiel, avec des séquences en plénière, des séquences en binôme, trinôme, ça crée du contraste. Et c'est vrai que le contraste, ça permet de soutenir l'attention et c'est d'autant plus important dans ces situations-là en distance. Il y a le chat aussi une fonctionnalité qui s'est imposée comme quelque chose de très intéressant en substitution peut-être d'activités sous forme de tableau blanc qu'on avait sur forme de paperboard, de brainstorming. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a bien utilisée, qui apporte quelque chose d'intéressant par rapport au présentiel. Et en termes de comportement, il y a quelque chose d'intéressant qu'on a pu observer. Parce que c'est vrai qu'on travaille principalement sur la prise de parole, en français parfois, mais aussi en anglais. Et ça touche à des problématiques de confiance, de timidité, on n'est pas toujours très à l'aise, on sort de sa zone de confort dans ces situations-là. Et le fait de le faire en distanciel pour des profils plutôt introvertis, qui sont un peu moins à l'aise ou impressionnés face à un auditoire, ça peut faciliter les choses. Et ça a été aussi une découverte intéressante pour nous sur ce profil de participants qui finalement en distanciel peuvent se sentir a priori un peu plus à l'aise qu'ils s'ils étaient en présentiel face à un nombre important de participants. Après, d'un point de vue pédagogique, ce qu'on a également observé d'intéressant dans cette transition, c'est que le rapport à l'espace et au temps change. On a une petite lucarne qui est beaucoup plus restreinte que si on était dans une salle. Il faut être beaucoup plus percutant, créer beaucoup de contrastes, des mini-breaks. On est beaucoup plus attentif encore qu'en présentiel sur les contrastes dans le déroulé pédagogique. Et après, c'est vrai que du point de vue des participants qui peuvent se dire j'ai besoin de me former à la prise de parole et je n'envisage ça qu'en présentiel, c'est vrai que le fait d'apprendre à le faire en distanciel, c'est un peu qui peut plus, peut le moins en fait. Le niveau de difficulté est supérieur parce qu'on est moins habitué, c'est plus nouveau, on sort encore plus de sa zone de confort. Et finalement, si on est capable de faire passer un message de manière percutante par visio avec finalement des ressources verbales, non verbales plus limitées, en situation réelle, on aura certainement des atouts intéressants à faire valoir. Donc voilà un peu ce qui est ressorti d'un point de vue pédagogique de notre expérience. Merci Jean-Baptiste. Arnaud Franquinet, dans votre livre Digital et RH, vous mettez l'accent sur la nécessité d'accélérer la diffusion du digital chez les RH. Est-ce que finalement, tu penses que cette crise va permettre ce changement de paradigme? Alors oui, effectivement, en fait, on parle de deux choses dans le livre, la nécessité d'accélérer en fait la diffusion du digital dans les services RH, et puis en fait on parle du changement de paradigme, l'un n'étant pas lié en fait par rapport à l'autre forcément. Je vais y revenir. Sur l'accélération du digital, pourquoi on a mis ça en exergue sur le livre? Parce que je pense que les organisations sont relativement en retard globalement. Sauf quelques structures en fait qui sont digital natives en fait par essence, mais sinon en fait globalement il y a un retard. En France, le retard il est encore plus important, et si on regarde la population RH, il est encore plus important. Je pense qu'il n'y a pas une prise de conscience en fait véritable de ce qu'est le digital. Le débat qu'on a eu sur le full remote en fait, qui a été annoncé dans certains nombre d'entreprises comme ça du jour au lendemain, démontre tout simplement en fait qu'on n'a pas compris en fait ce que ça voulait dire. C'est pas parce qu'on a des outils en fait qu'on peut passer. Il y a un problème culturel et il faut accompagner en fait ce changement. C'est-à-dire qu'en fait pour nous la révolution digitale elle est avant tout culturelle et en fait accessoirement en fait technique. Pour comprendre en fait les choses,
sans aller trop loin et pour pas en fait non plus perdre l'auditoire, mais sous le vocable digital, il y a deux choses qui se passent. Il y a des révolutions, en fait, des sauts technologiques, comme il y en a toujours eu en fait, dans n'importe quelle industrie, c'est Schumpeter. Il y a des nouveautés qui arrivent et puis en fait, ça permet d'améliorer sur la productivité et ça ne change pas fondamentalement en fait, la manière de faire du business. La seule particularité de l'informatique, c'est que ces sauts technologiques, ça fait plus de 40 ans que ça dure et on continue. C'est la fameuse loi de Moore qui est sans fin. Ça n'a jamais existé dans aucune autre industrie jusqu'à maintenant. Donc là, il y a une forme de singularité de l'informatique qui fait qu'effectivement, on peut brasser de la data de plus en plus. Et c'est ce qui nous amène en fait après sur les différentes révolutions. Et à côté de ça, il y a un changement de paradigme total qui est qu'avec cette capacité à brasser de l'information, et donc là, on n'est plus tout dans le même, dans la même sphère, avec cette capacité de brasser de plus en plus d'informations, finalement, l'information, elle n'a plus de coût, elle est partagée par tout le monde en instantané et tout le temps. Et donc, ça veut dire que progressivement, on remet en cause un certain nombre de barrières à l'entrée, on remet en cause tout le business model qui est en fait basé, si on réfléchit un petit peu, sur une sorte d'appropriation d'expérience qu'on met en fait cachée derrière des barrières à l'entrée, quelles qu'elles soient. Et tout ça, en fait, est en train de disparaître. Ou en tout cas, progressivement, les barrières s'érodent. Et c'est comme ça qu'on voit des acteurs qui sont capables finalement de disrupter des entreprises, alors qu'ils n'ont pas de savoir-faire. Pensez à Airbnb ou à Blablacar, ils n'avaient zéro connaissance, ils n'avaient pas d'hôtel, pas de voiture, zéro connaissance sur la gestion en fait, de ce que c'est en fait, qu'un parc d'hôtel ou un parc de voitures, et ils ont été capables de disrupter en fait, des modèles qui existaient. Et c'est là où il y a un changement de paradigme. Et donc, ce qu'on pointe dans notre livre, c'est qu'effectivement, les RH, quelque part, non seulement doivent être au fait de ce qui se passe au niveau des sauts technologiques digitaux, ça c'est clair, mais je dirais c'est business as usual, et en même temps, être conscient de ce changement de paradigme et de préparer le futur par rapport à ça. Donc il y a deux volets. Bien entendu, la crise qu'on vient de vivre, le Covid, quelque part oblige de manière accélérée à s'apercevoir qu'il y a des nouveaux outils, qu'il y a des choses qui permettent de changer l'organisation. On en a parlé tout à l'heure. On peut faire effectivement, on n'est plus obligé de faire du présentiel. On peut utiliser la visio. Ça permet de voir les choses différemment. Ça permet d'aller peut-être plus loin. Ça permet en fait à des personnes qui sont introverties de se sentir mieux et donc en fait de progresser plus vite. Ça nous interroge sur l'organisation, donc ça oui, mais ça c'est à côté de ça, et là je pense qu'en fait Covid ou pas Covid et ce qu'on a dit en fait sur le full remote en fait le montre bien, c'est qu'en fait on n'a pas encore digéré ce que ça voulait dire en fait en termes de culture et de futur. C'est-à-dire qu'en fait, le futur sera fait, alors après je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf s'il y a des questions, mais on va vers des organisations, l'entreprise n'aura plus en fait le même reflet en fait juridique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la frontière entre ce qui est à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus floue. Donc ça veut dire qu'il faut l'intégrer en fait au niveau RH. Il faut passer on va passer sur des entreprises qui seront apprenantes où les individus vont apprendre par eux-mêmes. Donc, en termes de formation par exemple, ça veut dire quand même un shift en fait super intéressant en même temps parce que ça veut dire que quelque part on va vers une formation beaucoup plus stratégique comme les RH. Il faut être capable d'appréhender tout ce que l'individu peut est capable de toucher pour s'améliorer. Donc, c'est des formations individuelles qui se développent en fait à vitesse grand V. L'entreprise ne maîtrise plus la totalité en fait des possibilités de formation, mais en même temps, il faut bien qu'en fait, elle puisse conserver une réalité en fait à la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, un des enjeux en fait, de la formation, ça va être de aussi, plus fortement à mon sens, plutôt que d'être sur des formations individuelles et la progression d'individus, ça va être beaucoup en fait, de réussir à conserver cette communauté, alors même en fait, qu'elle est en train d'éclater sous le joug en fait, de pas mal d'évolutions qu'on peut observer en RH. Et là, je pense qu'en fait, il y a un enjeu colossal. Mais pour moi, je le vois comme en fait, autant d'opportunités pour les RH de se repositionner en fait, à un niveau stratégique, de peser dans l'organisation de manière beaucoup plus forte que dans le passé où la RH était plus administrative quelque part que véritable pilote stratège. Et logiquement, moi ça ne me choquerait pas que progressivement dans les entreprises, le numéro 2 en fait, de l'entreprise soit beaucoup plus le RH que le DAF. En toute logique.
puisqu'en fait, il y a une dimension stratégique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le digital, finalement, les facteurs de différenciation entre les entreprises est en train de complètement s'aplanir. C'est-à-dire qu'en fait, les barrières à l'entrée disparaissent, le savoir-faire, en fait, il est partagé, de plus en plus partagé. Le seul facteur de différenciation qui va rester, ça va être cette sauce magique RH. C'est comment, à partir d'individus, on fait un collectif qui va aller plus loin et en fait, ce collectif va être meilleur en termes de performance que les autres. C'est ça, en fait, le facteur de différenciation. Et c'est là où, en fait, les RH, la formation, ont un rôle à jouer, en mon sens. D'accord. Ok. Merci, merci Arnaud. Ça veut dire que toi, comment tu penses finalement que le digital et la formation doivent cohabiter ou vont cohabiter? Comment tu perçois les choses? Alors, le digital au sens en fait nouveaux outils en fait va aider en fait la formation je pense peut aider la formation à partir du moment où on est conscient et qu'on a une vision un petit peu claire de ce que l'on veut faire. Alors c'est pas toujours simple parce que ça veut dire que c'est aussi en fait des ambitions qui doivent être partagées avec la DRH, avec le management, parce que tout seul en fait. La formation, elle ne peut pas faire non plus grand-chose. Mais oui, il y a plein de choses. En fait, elle peut en fait. Enfin, moi, je pense qu'en fait, c'est un objectif, ce que je disais tout à l'heure, d'entreprise apprenante. Et la formation, elle est là pour, à mon sens, aller et faire en sorte de mettre en place tous les éléments qui permettent d'avoir un groupe, une communauté qui va apprendre et collectivement. Donc, dedans, il y a deux choses. C'est dans entreprise apprenante, il y a entreprise, donc cette notion en fait, de communauté. Donc, la formation, à mon avis, a un rôle important à jouer. Mais là, en fait, on n'est pas dans le digital, on est plus en fait dans une réflexion stratégique. Et après, en fait, c'est puiser dans le digital les outils qui permettent d'y arriver. Parce que tu peux avoir moins de présentiel, parce que tu peux démultiplier peut-être les actions. Ça n'empêche qu'en fait, je ne crois pas qu'on peut tout digitaliser, au sens tout faire sans présentiel. Le présentiel est important. Je ne crois pas au full remote, par exemple, en termes d'organisation. Donc, la formation ne peut pas se penser en fait complètement digitalisée. Je pense qu'en revanche, elle peut profiter du digital pour se décharger d'un certain nombre de fonctions non stratégique, qui est très chronophage en termes de réalisation de tâches. Et ça, en fait, grâce au digital, s'en défaire pour se concentrer sur une réflexion plus stratégique sur qu'est-ce qu'on veut faire au travers de la formation en fait, pour la communauté que j'ai. Et j'utilise volontairement le terme communauté plutôt qu'entreprise, parce que lorsqu'on pense entreprise, on pense en fait entité juridique avec tout ce que ça veut dire, conditions salariales. Or, le collectif qu'on a à animer en tant que RH est souvent beaucoup plus large que ça. Ce qui pose d'ailleurs plein de sujets au niveau juridique, parce que comment en fait appréhender une formation pour des gens en fait qui ne sont pas forcément salariés, le rapport en fait avec, il y a tout le rapport avec les instances syndicales qui est aussi à repenser. Enfin, je veux dire, ça soulève énormément de sujets. Donc là, j'ai conscience que je soulève plus de questions que je ne réponds en fait aux questions. Mais merci, je pense que c'est aussi. Juste pour finir, je pense qu'il n'y a pas une réponse en fait. C'est des réponses qu'il faut construire. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on a écrit le livre. On ne voulait surtout pas apporter des réponses et de recettes toutes faites. Je pense qu'il y a plein de manières d'y répondre. C'est par rapport en fait à une logique culturelle de l'entreprise qu'on peut répondre. Merci Arnaud. Elisabeth, finalement, quelles sont les grandes leçons que vous tirez de ce qu'on a vécu, de ce qu'on continue à vivre? Et puis, selon vous, quelles sont les tendances de l'évolution de la formation pour Biomérieux et d'un point de vue général? Alors, si vous permettez, je vais commencer par reprendre un peu quelques notions qu'a développées Arnaud et pour lesquelles je suis d'accord, mais j'aimerais apporter un complément et du coup, ça répondra aussi à la question que vous me posez. Je suis assez d'accord pour dire que la situation que l'on a traversée, elle va accélérer en tout cas l'importance d'aller vers une entreprise apprenante. Donc Arnaud a beaucoup insisté sur l'importance du rôle des RH. Moi, j'ai un point de vigilance quand même, c'est que ça demande des compétences pour aller vers cette entreprise apprenante forte.
Ça veut dire aussi moins de contrôle et de laisser plus les gens. Alors, je parle de développement, mais j'ai en tête aussi une discussion avec un patron de site de production, enfin, de façon importante, c'est patron de site, mais il y a de la production qui me faisait la réflexion sur le télétravail. Et jusqu'à maintenant, le télétravail était pas du tout autorisé pour les directions techniques. Et aujourd'hui, il en voit le bénéfice pour lui-même, il en voit le bénéfice pour ses managers et peut-être d'autres. Et il a un début de réflexion sur une façon de voir son organisation différemment. Et je pense qu'en termes de RH, c'est aussi apprendre à peut-être être moins dans être moins dans le contrôle. Alors, on a des contrats, on a des horaires de travail, on badge, on a des congés à déclarer. La formation, c'est quand même aussi des heures à prouver auprès des partenaires sociaux. Donc, même si on fait tout un travail sur la formation, en l'occurrence avec les partenaires sociaux, pour essayer d'avoir des réponses un peu plus flexibles, on n'en est pas au stade de l'entreprise apprenante. Et en tout cas, pas au stade évoqué par Arnaud, et qui est un objectif très intéressant et à avoir, mais qui va prendre, à mon avis, plusieurs années, ne serait-ce que pour des raisons aussi de risque de fracture digitale, puisque nous, et on travaille beaucoup en ce moment avec les patrons des directions techniques, pour justement permettre aux opérateurs sur la ligne d'accéder à un certain nombre de modalités de formation, parce que le digital crée cette fracture-là. Eux, ils ne peuvent pas sortir de la ligne quand ils veulent. Ils n'ont pas d'ordinateur à leur disposition, ou en tout cas pas propre à eux. Et donc, il y a des choses à faire évoluer, qu'on est en train de faire évoluer en travaillant avec ces directeurs-là, mais qui demandent du temps. Et puis, il faut donc conserver l'équité. La RH a besoin aussi de vérifier qu'on conserve l'équité. Et on a représenté la formation sous 3 grandes sphères. En fait, pour nous, la formation, c'est déjà ce qui est attendu dans le plan de formation, c'est-à-dire le besoin immédiat au poste, mais avec des formations aussi nécessaires comme des habilitations électriques, des habilitations caristes, mais aussi des formations sur de l'expertise métier nécessaire et pour lesquelles on a besoin de vérifier que les gens sont formés, parce que c'est la garantie de la pérennité de l'entreprise dans l'avenir. Et puis, on a un deuxième cercle qui est d'apporter un certain nombre de tutoriels ou de tutoriels, soit en informatique, soit en RH, soit avec des plateformes bureautiques, pour répondre à des problématiques, des questions qu'on a sur son poste et pour lesquelles on a une réponse du coup que l'on peut trouver en toute autonomie et qui nous débloque par rapport à la situation, et ça évite d'aller interroger une personne experte. Et puis on a ce troisième cercle dont je pense, qui permettra justement aussi d'accélérer cette culture d'entreprise apprenante, où on met à disposition un certain nombre des formats digitaux, parce que les formats digitaux, on peut choisir seul du moment où on va se former, contrairement au format présentiel où il faut attendre d'être un groupe et avoir des sessions. Et donc, justement, l'université est en train de réfléchir et de contractualiser une collaboration avec des plateformes de contenus digitaux et qui seront mis à disposition des collaborateurs. Donc, cette période, elle a renforcé ça. Et c'est vrai que ce que j'espère, c'est que cette réflexion va durer et va aller vraiment vers des effets. Parce qu'aujourd'hui, ça a germé, il y a des réflexions même en termes de management. Il y a des managers qui se posent la question de management un peu plus participatif, moins contrôlant, avec moins de lignes de manager. Et ça serait idéal aussi pour laisser aussi chaque collaborateur responsable dans son développement, mais dans son activité en général. Et pour compléter, ce que l'on a tiré des enseignements en termes vraiment de gestion de développement des compétences, on pense que les formats à distance peuvent apporter des bénéfices, parce que ça évite aussi des déplacements parfois fatigants, parce que on est dans un secteur où il y a quand même pas mal de circulation. On est à côté d'un grand laboratoire pharmaceutique, donc beaucoup de monde circule autour de l'entreprise. Donc, les formats à distance, c'est finalement, ça permet aussi d'être chez soi, ou en tout cas peut-être dans son bureau, mais pas d'aller se déplacer sur un autre site ou chez un prestataire. Les formats à distance aussi ont permis, ils n'ont pas toujours été développés sous le même format que le présentiel. C'est-à-dire que souvent, ça a été découpé en demi-journées. Donc, les gens
les participants ont trouvé des bénéfices finalement à pouvoir avoir des temps, une temporalité un peu différente dans les formations. Donc ça, c'est quelque chose à conserver. On a aussi on a développé au sein du service formation une agilité parce qu'il a fallu proposer des nouveaux formats, mais aussi répondre à des problématiques qui étaient des problématiques émergentes au niveau du confinement. Et donc, on a, en l'espace d'une semaine, 15 jours, 10 jours, on arrivait à trouver des intervenants qu'on ne connaissait pas avant, sous des formats qui correspondaient aux besoins de ces mois d'avril et de mois de mai. On a aussi développé donc de partage entre pairs, parce que c'était aussi un moment qui permettait de garder le contact donc sur des thématiques. Mais donc, les personnes pouvaient garder le contact entre eux et c'était ça que les gens perdaient en étant en confinement. C'est finalement d'avoir un contact parce que, bien sûr, qu'on est chez soi, c'est confortable, on n'a pas de trajet, on peut aller se faire un café quand on veut, on peut gérer les enfants. Alors, ce n'est pas très confortable, mais en tout cas, ça permettait au moins de permettre de gérer tous ces aspects de la vie. Mais il manquait quand même la communication et le partage avec son équipe ou entre pairs. Et puis, ce qu'on a retenu aussi, en dernier point, c'est qu'il faut absolument outiller, vous l'avez dit, outiller les personnes en interne parce que l'AIS a fait un travail monstrueux pour arriver à nous former. Alors du coup, on a été très bien formés sur Teams et parfois, pour changer la culture, il faut de la pression et ça a été le cas. Et donc, on est tous très bien formés sur Teams. Ils ont été extrêmement disponibles. Mais voilà, c'est capitaliser là-dessus pour permettre à chacun d'accéder à ces outils. Et je repense à ces personnes qui n'ont pas d'ordinateur propre professionnel. Et toutes ces plateformes, tout ce contenu dont vous parlez, Arnaud, en disant il faut tout mettre à disposition, mais mettre à disposition, c'est mettre les outils à disposition, les accès, les contenus et la culture, le développement développer les compétences des managers, des RH pour que tout ça aussi se tienne, quoi. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on est en train de capitaliser. D'ailleurs, les partenaires sociaux, on leur a partagé ça. On a partagé ça parce qu'il y a beaucoup d'événements où on nous demande notre feedback sur cette période. Et j'espère vraiment qu'il y aura des axes sur lesquels on ne va pas lâcher et on va continuer vers cette entreprise apprenante qui est pour nous absolument fondamentale, mais qui demande à aller pas à pas pour n'oublier personne. Merci, Elisabeth. Jean-Baptiste, finalement, comment vous voyez votre offre évoluer dans les mois et années à venir? Sur le fond, enfin, la matière première de notre expertise, on va rester intacte. On va continuer, bien entendu, à la nourrir, à l'enrichir. C'est vrai que c'est encore une fois peut-être plus sur la forme. C'est indéniable que le distanciel est devenu un mode d'animation, de formation maintenant établi. C'est vrai que par la force, comme vous le disiez, Elisabeth, tout à l'heure, finalement, les participants ont été un peu obligés, dans le contexte actuel, de suivre des formations distancielles, ce qui leur a permis aussi un peu de démystifier cet outil-là pour suivre des formations. Donc, c'est sûr qu'en termes d'offres, on va être certainement un peu plus en présentiel. Moi, ce qu'on anticipe, c'est peut-être une sélectivité un peu plus forte sur le présentiel, mais qui continuera à exister. Mais du fait de plus de télétravail, peut-être aussi d'espaces de bureaux un petit peu plus restreints. Enfin, certaines entreprises peuvent chercher à optimiser leurs espaces de travail. Donc, le présentiel ne sera peut-être pas aussi répandu dans le futur qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et de fait, nous, dans notre pratique d'organisme de formation, on pense que c'est important de rendre le présentiel encore plus comme une expérience marquante. Enfin, presque un peu comme un événement, évidemment, de formation, d'acquisition d'outils, mais qu'en soi, cette expérience soit d'une richesse significativement supérieure à des contenus qu'on peut obtenir par des sources digitales par ailleurs. Que vraiment, de promouvoir encore plus l'expérience, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais de le faire encore davantage pour rendre ces expériences présentielles un peu irrésistibles en quelque sorte. Je comprends bien. Mais voilà, donc je dirais, certainement
une offre plus hybride, encore plus digitale, entre guillemets. Et puis, certainement aussi, ce que disait Arnaud tout à l'heure, on sent aussi le besoin d'agilité, de personnalisation assez poussée, qui peut parfois aussi aller jusqu'à une individualisation de la formation. Et voilà, il faut que notre offre aussi rentre totalement dans cette logique d'hyper-personnalisation. Enfin, potentiellement, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on sent en termes de signaux. D'accord. Ok, très bien. Merci Jean-Baptiste. Elisabeth ou Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose sur ce dernier point ou d'autres, ou sur les questions précédentes, ou aborder un sujet finalement qui n'est pas ressorti et qui vous tient à cœur? Moi, je voudrais juste peut-être effectivement préciser un point que Jean-Baptiste vient de nommer, c'est-à-dire que c'est vrai que ça n'enlève pas le fait que le présentiel reste important. On est vraiment sur quelque chose de mixte et on est vraiment sur quelque chose de la formation multicanale. Et c'est ça on veut réfléchir, c'est-à-dire le présentiel reste quand même important. Hein, et aujourd'hui, on reprend les formations en présentiel quand elles sont nécessaires, moyennant le respect des gestes barrières, bien évidemment. Mais on ne va pas faire que du distanciel, c'est clair. Donc, c'est aussi comment faire le choix d'un canal plutôt d'un autre canal et puis sur une même formation, faire différentes propositions. Ce qui est important aussi, c'est cette combinaison qui est très riche et qui va renforcer l'efficacité de notre formation dans une temporalité beaucoup plus large et non plus une action et sur laquelle on réfléchit beaucoup puisqu'on a des évaluations de formation, on a des évaluations quelques temps après la formation. On se rend compte que sur des formations qui n'ont pas, comme par exemple de développement ou de management ou de développement sur de la communication, si les personnes n'ont pas été obligées, n'ont pas été freinées s'ils n'utilisaient pas les nouvelles connaissances au poste, ils ont presque oublié un an après qu'ils avaient participé à la formation. Donc, particulièrement dans les formations de communication, de présentation, de management. Management, c'est un vrai sujet. Si on n'a pas ces actions multicanales, on perd finalement l'efficacité des formations. Donc, on a tout intérêt à réfléchir autrement sur ces typologies de formation. Et c'est ce qu'on a commencé à entreprendre. D'accord, merci Elisabeth. Arnaud, en tu fait, veux ajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose, mais Elisabeth, en fait, l'a très bien évoqué. Effectivement, je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le présentiel est important. C'est un peu le paradoxe en fait de la digitalisation, c'est que ça doit aboutir en fait à plus d'interactions sociales et plus de présentiel, et absolument pas en fait à s'enfermer chacun dans son silo. On peut prendre en fait l'analogie de ce qui se passe sur des réseaux sociaux pour comprendre en fait le danger qu'il y aurait en fait à rester c'est tout l'enjeu en fait d'ailleurs de l'algorithme de Facebook, c'est de voir comment en fait éviter que les gens s'enferment dans leur bulle, parce que l'algorithme il vous pousse en fait que des choses que vous aimez, et donc par définition vous vous enfermez en fait dans une bulle. Donc c'est génial parce qu'au début on a l'impression de respirer, de faire ce qu'on veut, mais en fait on s'enferme progressivement, et en fait le digital doit être tout sauf ça, et c'est là où en fait où la RH, la formation, les acteurs doivent avoir effectivement une action pour dire stop, attendez, il faut remettre en fait de l'humain, il faut remettre de l'imperfection, il faut remettre finalement de la confrontation en fait au sens soft du terme, mais physique, et en fait entre individus, parce que sinon en fait on va vers un monde aseptisé, et en fait c'est la mort, c'est le contraire de la vie. Assez d'accord sur le sujet. Elisabeth, Arnaud, Jean-Baptiste, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte tranquillement, ou est-ce qu'il y a des questions extérieures qui sont posées ou qui viennent à nous? Non, il n'y a pas eu de questions, Benoît, dans le chat. Donc, d'accord. Les gens étaient assez silencieux. D'accord. Bien suivis, à ce que je vois. Ils ont tous resté du début jusqu'à la fin. Mais bon, c'est moi, d'un point de vue aussi, je dirais, auditoire, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on opposait l'e-learning au présentiel. Et aujourd'hui, on parle de distanciel.
Et c'est un peu la différence. Je pense qu'on s'aperçoit que la formation à distance, ce n'est pas que de l'e-learning, mais c'est du présentiel à distance qu'on va mixer, blended, avec du présentiel. Et c'est ça, c'est dans ce sens-là où on va de plus en plus. Donc, j'ai l'impression que nos panélistes ont bien résumé la situation. Merci, Emmanuel Clément. Bon, très bien. Merci à vous trois. Elisabeth Hill de chez Biomérieux, Arnaud Franquinet de chez Gandhi, et je vous le rappelle, qui a coécrit le livre Digital et RH, et Jean-Baptiste Bénard de chez English Booster, pour votre participation active et la qualité de ces échanges et pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.